Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Nous sommes très heureux de partager avec vous cette semaine une série de 3 épisodes qui se présentent sous forme de fiction radiophonique autour de la figure du poète politique. Cette série a été conçue et réalisée par Ariane Vitou et sa structure AV Conseil. Pour ce 3e épisode de Poète politique, glissons sur quelques airs de samba, esquissons un pas de capoeira et laissons-nous guider par le murmure du candomblé pour nous fondre dans l'âme noire du Brésil de Jorge Amado. Comment compléter ce duo de têtes formé par Victor Hugo et Pablo Neruda ? Tel était le défi auquel je me heurtais. La résonance était belle, puissante, et pourtant incomplète. Il me manquait une note pour créer l'harmonie. De la musique avant toute chose, et pour cela, préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Soufflait Verlaine à mon oreille. Alors, pour suivre son art poétique, il me fallait un triptyque, comme pour faire mentir le hasard. Asseoir définitivement sur le tabouret de l'histoire la figure du poète politique, celui par qui souffle la voix du peuple. Peuple, écoutez le poète, écoutez le rêveur sacré. Dans votre nuit, sans lui complète, lui seul a le front éclairé. Des temps futurs perçant les ombres, lui seul distingue en leurs flancs sombres le germe qui n'est pas éclos. Homme, il est doux comme une femme, Dieu parle à voix basse à son âme, comme aux forêts et comme aux flots. À croire que Neruda avait lu La fonction du poète de Victor Hugo. À croire aussi qu'en Amérique latine, la figure du poète se tisse et se métisse avec celle du conteur. Et que s'il est un conteur qui a su fondre et confondre l'histoire collective avec les histoires individuelles, les faits historiques avec les faits du merveilleux, c'est bien Jorge Amado. Répondant à son tour, à travers le temps et l'espace, à la vocation de poète politique. Jorge Amado naît en 1912 à Itabuna, au sud de l'état de Bahia, dans une fazenda, une petite exploitation de cacao dont son père est propriétaire. Son lien à la terre où il est né sera présent dans toutes ses œuvres et il n'aura de cesse de célébrer son appartenance à Bahia, comme il le confie dans son livre « Navigation de cabotage pour des mémoires que je n'écrirai jamais ». Je ne suis pas né pour être célèbre, ni illustre. Je ne me mesure pas à cette aune. Je ne me suis jamais senti un écrivain important, un grand homme, juste un écrivain et un homme. Enfant grapounia, des terres du cacao, citoyen de la ville pauvre de Bahia, où que je me trouve, je ne suis qu'un simple Brésilien marchant dans la rue, vivant. Écrivain précoce comme Hugo et Neruda, il publie à 19 ans, en 1931, son premier roman, Au País do Carnaval, qui nous raconte le retour d'un jeune fils de planteur de cacao au Brésil, après 7 années à étudier le droit à Paris. La transposition est évidente, le détour facile. Ouzbek parle à Rica à travers la voix de Paulo Rieger, et tout est matière à étonnement et apprentissage. Le Brésil des contradictions, du métissage, des riches propriétaires terriens et des intellectuels, des femmes, de la vitalité populaire. Le Brésil des corps, de la musique, de la danse, où le carnaval apparaît comme une fuite face à une situation sociale souvent insoutenable. Si le genre est romanesque, la tonalité est, elle, résolument poétique. Et la conscience sociale est déjà là, nourrie sans doute par les études de droit qu'il vient d'entamer à Rio de Janeiro. Ce premier roman connaît une reconnaissance immédiate par les critiques littéraires. Jorge Amado escreveu livro sincero, o melhor romance de 1931, déclare le Diário da Tarde. O livro é excelente,
Bom, bem feito, vivo, o tema é certo. Um evidente excesso de diálogos sobre narrações e descrições. Excesso que podia ser evitado, mas que não lhe prejudica o encanto. Écrit Vida Literária. Inquieto, sofrendo pelo mal dos seus personagens. Jorge Amado, no melhor romance do ano, é um grito de alarma aos que, fugindo da vida, por medo ou por dúvida, se inutilizam sem remédio, conclut Marques Rebelio dans son article pour le célèbre Boletim de Ariel. En plein élan moderniste, Jorge Amado apparaît d'emblée comme la voix d'un mouvement, celui qui essaie d'arracher le Brésil au culte du passé marqué par l'influence de l'Europe et part à la recherche d'une identité nationale. Cette culture moderniste passe par une rénovation du langage. Amado fait partie de l'Académie des rebelles à Salvador de Bahia. Ce groupe composite d'intellectuels, journalistes et écrivains cherche à concilier une forme de renouveau littéraire avec un respect du passé et de la spécificité brésilienne. C'est une tentative pour donner à la littérature brésilienne un caractère universel. Et le cri de cette génération qui cherche à donner un sens à sa vie. Este livro tem cenário triste. O Brasil, natureza grandiosa, que faz o homem de uma pequena clássica. No norte, terra da promissão, há uma grande confusão de raças e de sentimentos. É a formação do povo. E dessa confusão está saindo uma raça doente e indolente. E todo dia a natureza surra, como o chicote do sol, o nordista tragicamente vencido. Este livro é como o Brasil de hoje, sem princípio filosófico, sem se bater por partido, nem comunista, nem fascista, nem materialista, nem espiritualista. Este romance relata apenas a vida de homens que seguiram os mais diversos caminhos em busca do sentido da existência. Avec Bahia de Todos os Santos, paru en 1935, Amado dévoile sa quête profonde. Explorer les racines africaines de Bahia à travers l'histoire d'un orphelin, Antonio Balduino, qui incarne la peine et les rêves du peuple noir. Comme l'écrit Amado, il errait librement sur la colline, ignorant encore la haine et l'amour, pur comme un animal, n'ayant d'autre loi que ses instincts. Enfant perdu, mauvais garçon, boxeur professionnel, initié des Macumba, travailleur sur les plantations de tabac, docker, employé de cirque, Antonio cherche toujours le chemin de la maison. Une grève lui permet de découvrir la solidarité du combat politique et de donner un sens à sa vie. Fasciné par Jubiaba, le prêtre du Candomblé, religion issue du syncrétisme afro-brésilien, il comprend que celui-ci incarne le dernier gardien de la liberté du peuple. Hommage d'Amado à la place des croyances populaires et du merveilleux dans la lutte pour la libération. Amado poursuit cette navigation entre vocations sociales avec Capitaine de Sable, paru en 1937, qui évoque le drame des enfants marginaux et matière poétique, qui s'exprime avec lyrisme à propos des pêcheurs dans Mar Morto, paru la même année. Ils étaient très nombreux à ce temps-là. Il avait le Capitaine de Sable chez nous. Il avait dans les autres États les mêmes phénomènes des enfants abandonnés dans les rues. Aujourd'hui, on parle de 11 millions d'enfants abandonnés dans les rues. À 11 millions d'enfants, c'est la population d'un pays d'Europe, dans une situation de misère terrible. Ces deux veines sociales et poétiques se mêlent dans Terre violente en 1942, roman historique traversé par le souffle épique qui l'emporte loin d'une simple dénonciation du drame de l'économie du cacao. Terre du bout du monde poursuit cette veine en une sorte d'allégorie de la lutte entre le bien et le mal. De tout le nord du Brésil, des gens descendaient vers ces terres du sud de Bahia si renommées. On disait que l'argent y coulait à flot,
Qu'à Ilhéus, personne n'attachait d'importance à une pièce de 2000 reais. Les navires arrivaient pleins d'émigrants, d'aventuriers de toutes sortes, de femmes de tous âges pour qui Ilhéus était le premier et le dernier espoir. En ville, tout le monde se mélangeait. Le pauvre d'aujourd'hui pouvait être le riche de demain. Le muletier pouvait être un jour propriétaire d'une grande fazenda de cacao. Le travailleur qui ne savait pas lire devenir un responsable politique respecté. On citait des exemples, entre autres celui d'Horacio, qui avait commencé comme muletier et qui était maintenant l'un des plus riches fazendeiros de la région. Mais aussi le plus riche d'aujourd'hui pouvait devenir le pauvre de demain. Si un homme plus riche encore engageait un avocat assez habile pour imaginer un cachiche bien fait qui lui enlèverait sa terre. Tous les vivants pouvaient mourir le lendemain dans la rue, tués d'une balle en pleine poitrine. Au-dessus de la justice, du juge, du procureur et du jury, il y avait la loi de la gâchette, la dernière instance de la justice d'Ilhéus. Amado transpose la quête d'identité du Brésil dans la matière littéraire même. Son réalisme socialiste est matiné de merveilleux. Il fait ainsi apparaître dans Mar Morto, Iemanjá, la déesse de la mer selon le candomblé, comme une figure emblématique des espérances politiques. Il réinterprète le messianisme mystique dans Les Terres du bout du monde, en 1946. Le destin des habitants du Sertão témoigne du drame des travailleurs, jetés hors de la terre par l'exploitation extensive et la sécheresse, expulsés de chez eux sans travail et qui descendent vers Sao Paulo, la terre promise du Sud industriel. Jusqu'en 1954, ces romans de dénonciation sociale s'inscrivent dans le courant régionaliste du Nord-Est, polygone de la sécheresse et royaume des damnés de la terre du Brésil. Il extrait la langue de cette terre, il en presse les fruits pour en faire sortir le jus poétique. Le Brésil est né là-bas. Ça veut dire tout a commencé à Bahia. Je pense que cette certaines tendances élitistes qu'on a eues dans une partie de la littérature brésilienne, c'était le résultat des conditions politiques. Entre une création très intellectuelle et très élitiste et très marquée pour des influences étrangères, et une création liée à la création populaire. C'est dans ces cas-là que je pense que Bahia joue un rôle important. Parce qu'à Bahia, toute la culture, toute la création, tout ça est né directement de la culture populaire. À Bahia, vous avez une réalité quotidienne, une réalité magique. Peut-être sont les dieux d'Afrique qui sont venus dans les bateaux des esclaves, qui sont restés là et tout ça. Et même quand on est des matérialistes, on ne peut pas douter des miracles quand on habite à Bahia. Mais la fin des années 30 est assombrie par la mise en place de la dictature militaire de Getúlio Vargas, l'Estado Novo, qui met fin à la vieille République. Comme Hugo face à Napoléon III, comme Neruda face à Franco, puis au fascisme chilien, la confrontation à la prise de pouvoir inique est un amplificateur d'engagement pour Amado. Dès 1941, son combat politique devient explicitement partisan. Il rejoint le Parti communiste et doit s'exiler en Argentine et en Uruguay jusqu'en 1945. À son retour au Brésil, il marche sur les brisées d'Hugo et Neruda et embrasse la voie du mandat politique. Il est élu député à l'Assemblée nationale constituante. En 1947, le Parti communiste est déclaré illégal. Ses membres sont arrêtés et torturés. Amado choisit l'exil et, comme Neruda, c'est en France qu'il trouve refuge jusqu'en 1950, où il sort diplômé de la Sorbonne et fraye avec Picasso et Aragon. Puis l'appel de l'Est, la Tchécoslovaquie d'abord, puis l'Union soviétique. Il reçoit en 1951 le prix Staline pour la paix, 2 ans avant Neruda. As ditaduras, compreende? Sejam quaisquer que sejam elas, limitam a cultura, compreende? Ou na opressão, quando exerce uma pressão sobre a cultura, no sentido de não permitir a publicação, não permitir os laboratórios, não permitir perseguir por isso, por aquilo, etc. Rentré au Brésil en 1955, il abandonne l'activité politique et quitte le Parti communiste brésilien pour se consacrer principalement à sa plume. Gabriela, Girofle et Cannelle paraît en 1958. C'est un roman d'amour écrit 5 ans après la mort de Staline, où l'on perçoit le désenchantement d'Amado lié aux dérives idéologiques du communisme et son souci de rompre avec le réalisme socialiste. En cette année 1925,
où l'on vit fleurir l'idylle de la mulâtresse Gabriela et de l'arabe Nassib, la saison des pluies s'était à tel point prolongée au-delà du temps normal et nécessaire que les fazendeiros, semblables à une bande d'oiseaux affolés, se croisaient dans les rues en s'interpellant les uns les autres, la peur dans les yeux et dans la voix. « Cela ne va donc jamais finir ?» se demanda-t-il. Il faisait allusion à la pluie. Jamais on n'avait vu autant d'eau descendre du ciel, de jour comme de nuit, presque sans discontinuer. Encore une semaine et tout risque d'être perdu. La récolte entière, ô Dieu du ciel. Il parlait de la récolte de cacao, qui s'annonçait exceptionnelle et dépasserait de loin toutes les précédentes. Les cours de ce produit ne cessaient de monter. Cela signifiait une richesse encore plus grande, la prospérité, l'opulence, l'argent à gogo. Les fils des colonels iraient faire leurs études dans les collèges les plus chers des grandes villes. Les familles auraient de nouvelles résidences dans les nouvelles rues qu'on venait de tracer, des meubles luxueux commandés à Rio de Janeiro, des pianos à queue pour orner les salons. Les boutiques bien achalandées se multiplieraient, le commerce se développerait, les boissons couleraient dans les cabarets, des femmes débarqueraient des bateaux, le jeu étendrait son empire sur les bars et sur les hôtels. Bref, ce serait le progrès, la civilisation dont on parlait tant. Et je lui demandais si on pouvait vous apparenter à un grand auteur français. Il m'a dit Victor Hugo, vous êtes un sociologue poétique et un poète politique. On aurait pu dire ça de Victor Hugo aussi d'ailleurs. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces formules? Je pense que c'est très, très généreux. Et même quand j'ai écrit, je ne pensais pas à ça. Mais maintenant, quand vous me dites ça, alors ça, peut-être ça c'est vrai. Au Brésil, le pouvoir écrivain, à travers la personne de Jorge Amado en tout cas, est une chose qui existe avec une extrême puissance, qui transcende la censure, par exemple. Et je me disais, au fond, en France, où en sommes-nous de ce pouvoir écrivain? C'est-à-dire que quand on va au Brésil, à Salvador, Jorge Amado est connu par le peuple, comme en France, par exemple, aucun écrivain n'est connu par le peuple. Et il faut penser seulement à Hugo ou à Dickens, c'est-à-dire aux grands écrivains européens du XIXe siècle. Et ça, en effet, en France, ça a complètement disparu, cette figure de l'écrivain dans son peuple. L'écrivain joue un rôle très important au Brésil. Parce que d'une manière plus générale, on ne pourrait pas aussi dire simplement que il n'y a pas de divorce peut-être en Amérique du Sud et plus particulièrement au Brésil et peut-être encore plus particulièrement peut-être dans le nord-est, à Bahia, dans la province de Bahia ou à Salvador, entre la culture, disons, et le peuple, quoi. Bon, ce divorce est consommé en France, hélas. Entre errance et enracinement, entre lyrisme utopique et combat pour les droits humains, entre trajectoire singulière et histoire collective, nos trois figures incarnent une voie d'engagement. Celle qui refuse de faire de la poésie un champ de dissimulation. Celle qui ne trahit pas, par les mots, l'expérience du réel. Celle qui prend racine dans la misère, l'injustice et la colère du peuple. La lutte pour la liberté, pour la dignité et les droits humains, notamment pour les enfants, est au cœur du combat d'Hugo, Neruda et Amado. Un même combat, à travers le temps et l'espace, mais des accents singuliers où résonne la tendresse pour une terre et une culture populaire. Leurs personnages, enracinés dans chaque pays, sont aussi des figures universelles qui viennent questionner l'amour, la générosité, la foi, la lutte politique. Où est cette voix aujourd'hui pour éclairer notre devenir collectif? Qui pour nous guider et faire flamboyer l'espoir? Saurons-nous reconnaître à notre époque les figures nouvelles du poète politique? Le poète, en des jours impies, vient préparer des jours meilleurs. Il est l'homme des utopies, les pieds ici, les yeux ailleurs. C'est lui qui sur toutes les têtes, en tout temps, pareil au prophète, dans sa main où tout peut tenir, doit, qu'on l'insulte ou qu'on le loue, comme une torche qu'il secoue, faire flamboyer l'avenir. Il rayonne. Il jette sa flamme sur l'éternelle vérité. Il la fait resplendir pour l'âme d'une merveilleuse clarté. Il inonde de sa lumière villes et déserts, Louvres et chaumières, et les plaines et les hauteurs. À tous d'en haut, il la dévoile, car la poésie est l'étoile qui mène à Dieu, rois et pasteurs.
Un épisode écrit par Ariane Vitou, à la voix Yves Kneuzet pour la narration, Louis Fleury pour Jorge Amado, Ariane Vitou pour les voix en portugais et la lecture du poème La fonction du poète de Victor Hugo, avec des extraits des romans, notes et discours de Jorge Amado, Navigation de cabotage, Le pays du carnaval, Gabriela Girov-Canel, ainsi que des extraits des films de José Hipólito, Triguelinho Neto et de Bruno Barreto, et des extraits d'entretien avec Jorge Amado dans l'émission Les Nuits de France Culture sur Radio France, diffusée le 9 juillet 1978 et le 2 octobre 2022. Un épisode monté par Antoine Stévignon. Vous venez d'entendre le dernier épisode de notre série Le poète politique. Dans 15 jours, vous pourrez découvrir une nouvelle série du podcast de Kimamori, toujours construite autour de l'œuvre d'un auteur, d'un traducteur ou autour d'une thématique. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.